Très bien, d'accord, ok. C'est bien. D'abord, je suis suivi, c'est pas mal. À la première question, la question est-ce qu'il y a toujours une relation partenariale? Non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça peut être une relation partenariale. Et je pense qu'avec Procter et avec Coca, on pourra montrer ce qu'on peut faire en partenariat. Mais il y a aussi quand même, il y a aussi cette demande client. La demande client, nous, c'est au quotidien, dans nos magasins, etc. Et ça fait quelquefois, il y a un peu une contradiction. Mais est-ce que de cette contradiction, on peut en faire une force? Oui, je pense. Hein, donc, par exemple, vous voyez, c'est pas partenarial quand on décide en 2018, donc en 2017, on décide d'arrêter la vente de paille en plastique. C'est pas très partenarial, ça. Oui. Hein, c'est plutôt assez dur. Quand on décide aussi d'enlever le plastique du concombre ou le plastique de la banane, ça c'est 2018, c'est avant, 2 ans avant la loi AGEC. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on demande et c'est vrai qu'en effet, c'est complexe pour un tas d'industriels derrière de trouver des solutions alternatives, etc. Et puis nous, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si c'est une confidence, mais nous, quelquefois, on ne sait pas. Hein, on est d'accord qu'on n'est pas. Quelquefois, les industriels viennent vers nous en disant c'est vous les sachants. Mais attendez, les sachants, vous imaginez le nombre de produits qu'on a dans un magasin. On n'est pas un sachant sur tout. Donc nous, quelquefois, on est plutôt en train de se dire voilà la demande du client, voilà ce que nous, on perçoit du client demain. Vous avez évoqué le zéro plastique, oui. Oui, c'est vrai que je reçois des courriers et des courriers et des courriers de clients qui disent qu'il y a trop de plastique dans nos magasins. Ça ne veut pas forcément dire zéro plastique d'ailleurs. Ça ne veut pas dire zéro plastique, mais quand même, il y a une tendance qui est très forte. C'est que le client ne veut plus rentrer de ses courses, et il rentre de ses courses de chez Carrefour. Hein, il ne rentre pas des courses de chez un industriel. De chez Monsieur Bompard. Voilà, il ne veut pas rentrer de ses courses, avoir un tas de plastique à éliminer à la poubelle directement. C'est le plastique à usage unique qu'il considère comme inutile. Celui-là, il n'en veut plus. Et ça, c'est un combat et il nous en reste encore beaucoup. Et quand vous dites stratégie 1,5 degré, qu'est-ce que ça veut dire pour les 100 plus gros fournisseurs? Ah ben là, ça veut dire qu'en fait, on demande à nos 100 plus gros fournisseurs de définir une trajectoire de réduction des émissions de carbone, qui comprend les emballages d'ailleurs, qui soit conforme à l'engagement collectif de rester sous un réchauffement de 1,5 degré. Donc de la COP 21. De la COP 21. Ouais, c'était même 2 degrés la COP 21, non? Là, c'est 1,5, donc on est encore en dessous. Ouais. Et c'est important parce que, en fin de compte, il va falloir la faire valider par une tierce partie, qu'on appelle le Science Based Target, une tierce partie qui va dire oui, par exemple Coca, j'ai vérifié, a une trajectoire 1,5 degré. Et ça a été dit de manière scientifique. Donc ça, pour nous, ça veut dire que, OK, Coca fait partie dans le top 100 de l'entreprise qui est déjà, qui sera déjà dans les référencés encore après 2026. Coup de chance, Arnaud Roland. Je vous laisse le soin de réagir en premier. Oui, alors comment on travaille ensemble? Je pense qu'on a des enjeux en commun, ça démarre par ça. Les consommateurs de nos produits, ils sont aussi beaucoup chez Carrefour. Donc notre point commun, c'est ça, c'est les consommateurs, leurs attentes. Comment ils voient les produits évoluer, c'est quoi leurs irritants. Bertrand a cité le plastique, oui, ça fait partie des irritants des consommateurs d'aujourd'hui. Donc les gens réagissent par rapport à ça. Et donc, nous, en tant que marque, on doit aussi prendre ça en compte et leur apporter des solutions. Nous, par exemple, on a regardé sur tous nos produits qu'est-ce qu'on pouvait supprimer comme emballage en plastique. Le choix qu'on a fait il y a un peu plus de 2 ans, c'est commencer par s'attaquer à, vous savez, tous les films plastiques qui entourent les lots. Il n'y en a plus de produits. Et donc, on les a progressivement supprimés sur nos canettes. Alors, vous allez me dire... Vous avez remplacé par des cartonnettes. Exactement, par des nouveaux systèmes d'attache en carton. Donc pour ça, c'est beaucoup de recherche et développement, c'est beaucoup d'investissement, c'est des nouvelles machines, c'est-à-dire qu'il faut modifier des lignes de production. Si on veut le faire, il faut le faire à l'échelle. Donc on l'a fait au niveau européen. Donc c'est 4000 tonnes de plastique qu'on n'utilise plus grâce à ça. Mais ça nous a pris 3 ans de transformation. Et donc évidemment, on ne va pas s'arrêter là. On travaille aussi sur d'autres projets pour progressivement, de manière industrielle, arriver à supprimer ce type d'emballage qui, pour les gens, sont souvent perçus comme des irritants, comme des déchets inutiles. Arnaud, peut-être je pourrais illustrer justement. Ce qui est intéressant dans l'exemple d'Arnaud, c'est que quand on discute régulièrement, à fréquence régulière avec nos plus grands fournisseurs, dont Coca. Et c'est là où on se dit qu'on va supprimer ce plastique à usage unique. Et c'est là où on suit le projet. Et c'est intéressant. Alors, est-ce que ça, c'est du partenariat? On suit le projet de Coca. Nous, quand ils viennent nous le proposer, on dit oui, c'est vraiment cette direction-là dans laquelle on voudrait aller. Et moi, je me souviens très bien de la journée où ils sont venus
à me poser le pack de 6, c'était peut-être 1 an avant que ça sorte, en étant fier. Et en étant fier d'avoir réussi à trouver la solution. Comment ils ont fait et quel est le secret derrière? J'en sais rien. Dans quelle direction ils allaient aller? J'en sais rien. Par contre, c'était bien une demande consommateur, une perception un peu avant-gardiste de Coca, une recherche et développement que nous on a suivi. Et ça, je pense, c'est une bonne illustration de partenariat entre guillemets, comme ça peut exister dans notre secteur. Je vous donne le micro, Guillaume Lebert, Procter & Gamble. Les études consommateurs, c'est une de vos spécialités. Vous ne mettez rien en marché sans avoir fait des études sérieuses. Et c'est vrai qu'il y a une demande consommateur très forte. Ah, tout à fait. En fait, c'est 98% des consommateurs nous disent que le plastique à usage unique est un problème pour eux. Et 79% vont nous dire qu'ils veulent choisir des marques qui soient plus respectueuses pour l'environnement. Donc, là encore, tout le monde l'a dit, c'est la demande des consommateurs. Au-delà de la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est aussi répondre à une demande des gens qui achètent nos produits. Donc c'est vrai qu'après, ce qu'on entend aussi de leur part, c'est qu'ils sont un peu perdus. C'est que ce n'est pas simple quand ils vont faire les achats. Et donc c'est là aussi on doit les aider. Oublions pas, hein, et je pense que Bertrand le sait, dans 95% des produits achetés, en moins de 30 secondes, on le prend dans le rayon, on le met dans le caddie. Donc si la solution n'apparaît pas évidente pour le consommateur, il ne va pas forcément il va pas avoir le temps de réflexion nécessaire pour faire cet acte d'achat. Donc c'est ça qui est important. Le deuxième point aussi qui est important, et c'est un peu ce que disait Fabrice Pelletier ce matin à propos du design. On parlait de l'expérience. Le bon design, c'est pas l'emballage en lui-même, c'est l'expérience de l'emballage. Et c'est également ça au niveau du produit. Faut sortir de cette espèce de punition ou de compromis. Si c'est plus durable, il va y avoir un compromis. Non, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, c'est là où nous, en tant qu'entreprise, on doit innover. Et donc, pour revenir à cette question de partenariat vis-à-vis de la grande distribution, c'est à cet endroit-là où on doit travailler main dans la main. C'est-à-dire que nous, on va amener ces solutions qui vont être innovantes, qui vont adresser le problème de l'emballage, que ce soit la quantité ou que ce soit le plastique. Mais on a besoin de la grande distribution pour mettre ces innovations en avant, pour nous aider à en parler à nos consommateurs. Alors on imagine que la trajectoire à 1,5 degré, c'est dans les cartons, c'est très clair, vous allez la mettre en œuvre. Vous êtes en train de la mettre en œuvre, elle est peut-être déjà d'ailleurs opérationnelle. Ah, tout à fait. C'est l'entreprise Procter & Gamble, on a fait cette déclaration d'être net zéro pour 2040. Je peux vous dire qu'au quotidien, on a regardé tous nos objectifs de décarbonation sur nos produits, nos emballages, avec une trajectoire très claire, avec des étapes intermédiaires que nous suivons en interne, qui ne sont pas forcément en externe, mais en interne, on vérifie bien que cette trajectoire est remplie. Alors, puisqu'on parle de grande consommation et de grande distribution, toujours avec vous Guillaume, et puis après on fera réagir Bertrand Swiderski. Votre problématique à vous fournisseurs, c'est de savoir aussi communiquer, transmettre les messages sur les nouvelles valeurs ajoutées de ces emballages et de demander aussi à vos partenaires distributeurs de relayer ces messages. Tout à fait. Donc déjà à la base, on va avoir une approche scientifique, c'est-à-dire qu'on va regarder l'analyse du cycle de vie des produits et de l'emballage. C'est important parce qu'on ne va pas faire du greenwashing en ayant de l'apparence, on va vraiment se baser sur la science, sur les faits, l'empreinte carbone de chacune des étapes du produit, de l'emballage, de la logistique et de la fin de vie du produit. Alors après, c'est là où souvent sur nos catégories, au niveau de Procter & Gamble, on a une espèce de dilemme. Parce que si on regarde l'analyse de vie, je vais prendre un exemple concret, la lessive, on va prendre Ariel. 60% de l'empreinte carbone d'Ariel, c'est la phase d'utilisation. Donc c'est la température de lavage que nous on met sur la machine à laver. C'est la machine à laver quoi. Voilà, ouais. C'est la machine à laver, je mets 40 au lieu de mettre 30. Ça, c'est 60% de l'empreinte carbone. L'emballage en lui-même, c'est 3%. Donc si on se projette en se disant demain j'arrive à vendre ma lessive Ariel avec 0 emballage, j'aurais réduit que de 3% mon empreinte carbone. Donc j'ai encore du boulot par rapport à cette trajectoire de réduction sur 1,5 degré. Néanmoins, si mon emballage n'est pas correctement perçu et apprécié par les consommateurs d'un point de vue développement durable, je ne vais pas être crédible pour parler du reste. C'est-à-dire, si je veux être capable de pouvoir parler de l'empreinte carbone, de la température de lavage avec mes consommateurs, je dois être capable d'avoir un emballage correct, sinon on ne va pas m'écouter. Bertrand Swiderski. Je voudrais qu'on aborde ensemble le thème de ce qu'est le recyclage, la recyclabilité des emballages. Quels sont les grands axes de travail avec les fournisseurs ou que leur demandez-vous sur ce sujet précis? En tout cas, moi, ce que j'aime, en tout cas, avec Procter et Coca, quand on travaille avec eux, en fait, ce sont des acteurs qui voient loin. Et moi, ce que je leur demande, c'est de voir loin. Et vous voyez, par exemple, avec Procter, on a sorti en 2016 une bouteille qui s'appelle la Ocean Bottle.
Et moi, à cette époque-là, franchement, le sujet des plastiques, c'était pas trop mon sujet particulièrement. Et en fait, je suis invité au lancement de la Ocean Bottle, on fait une communication. Je ne peux pas dire que ce soit un succès commercial, mais on a été face aux clients. On a été face vraiment aux clients. Quand vous achetez 180 000 bouteilles, que vous n'arrivez pas à tout vendre, etc., vous dites que ouais, vous n'avez pas réussi le truc. Mais c'était quand même une expérience très intéressante pour comprendre le consommateur. Et c'est là où on s'est dit avec Procter, on va se lancer dans le reuse. On est en 2016. On va se lancer dans la réutilisation. Parce que Procter déjà se disait, maintenant, l'avenir, c'est quoi l'étape d'après le recyclage? C'est le reuse. C'est se dire qu'il va exister un emballage, et ben, les clients ils reviendront au magasin, on va le vider, on va le nettoyer, on va le re-remplir, et il pourra faire une 50aine de vies à l'époque. Coca, pareil. D'accord? C'est ces deux acteurs qui voient le consommateur de demain. Parce que, regardez bien ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est pas de se dire que veut le client aujourd'hui. Ce qu'il veut aujourd'hui, c'est supprimer le plastique à usage unique quand il rentre ses courses. Ça, il veut. Donc ça, on n'a pas le choix. Et tous ceux qui me disent sur les réseaux sociaux, bah non, le plastique, c'est pas mal, Bertrand, c'est bien. Non, c'est bien quand même, ça a plein de vertus, etc. Mais ok, je vous parle du plastique à usage unique quand on rentre de ses courses. Ensuite, maintenant, c'est de se dire vers quoi va-t-on? Oui. Oui, par exemple, rayon fruits et légumes. Rayon fruits et légumes, vers quoi va-t-on? Vous savez vers quoi on va dans le rayon fruits et légumes? Alors, En ce vous moment. menez une expérimentation à Voisin-le-Bretonneux, par exemple, sur le vrac. Alors ça, ouais, j'y viens après. Mais par exemple, sur le rayon Bon, fruits et légumes. Je vais trop vite. Non, sur le rayon fruits et légumes, ce qu'on a essayé, c'est un sac en papier. Bon, il n'est pas transparent, c'est complexe, etc., etc. On revient sur un sac en bioplastique. Mais ça, c'est du maintenant. Mais ce qu'on vise pour plus tard, c'est que tout le monde revienne avec un filet en coton, réutilisable. C'est ça. Et donc, c'est un peu ce que je demande, moi, à nos grands partenaires, c'est de se dire, quelle est l'étape finale? Et quand on voit l'étape finale, ben, on voit toutes les étapes intermédiaires. Et donc là, vous avez souligné les étapes intermédiaires, hein, comme le test en vrac. Le vrac fait partie d'une des solutions qui sera une solution certaine de consommation dans les prochaines années. Un vrac dans lequel on viendra avec son propre contenant et on aura une expérience zéro déchet. C'est vrai. Mais ça, il faut le faire. Et pour le faire, et j'ai bien aimé ta remarque en disant, le client qui achète des cacahuètes Bene Nuts, qui achète toujours les mêmes, lui, pour l'accompagner à ce qu'il vienne acheter une cacahuète Bene Nuts en vrac, il va falloir y aller. Hein. Alors justement, Et donc l'argument, c'est le prix. alors quand vous dites c'est le prix, c'est du vrac moins cher? C'est du vrac moins cher. Le vrac aujourd'hui, pour être attractif, il est moins cher. Sérieusement, le vrac aujourd'hui, c'est plutôt plus cher que moins cher. Vous, en tant que client, vous achetez un produit emballé. Vous payez un prix 1 €. Sans l'emballage, c'est moins cher. Dans la logique du client, ça devrait. C'est vrai ou pas? Ouais, Non, certainement. mais parlez-en dans votre famille, etc. Oui, Votre famille, elle va vous dire. Moi, je ne suis pas un institut de sondage. Non, mais C'est si mon j'achète avis. si j'achète un produit sans son emballage, il va être moins cher. C'est ça qu'il nous faut réussir à trouver. C'est l'équation du client. Le client, lui, il a 1/10 de seconde pour prendre sa décision. Et c'est ce 10e de seconde-là, il faut y être. Donc est-ce que ça veut dire que vous attendez des fournisseurs de vrac qu'ils vous vendent encore moins cher que ce qu'ils vous vendent aujourd'hui? Non, on attend aujourd'hui un investissement pour le vrac, avec une vision à long terme, en se disant, attendez, si ça devient un modèle standard, je vais l'industrialiser. Ok. Parce que, juste encore une seconde, je sais pas combien de temps, j'ai pas beaucoup de temps, c'est ça? Vous me coupez? Pas du tout, non. Là. Non, mais le truc, c'est que le monde qu'on a créé aujourd'hui, non, je vous laisse. Non. Le monde qu'on a créé aujourd'hui, N'ayez pas d'inquiétude, vous avez le temps de vous exprimer. on l'a créé en 60 ans, en optimisant tous les process, à de l'ingénierie, etc. On a créé tout ce monde-là en 60 ans. Maintenant, ce qu'on a à faire, c'est créer un autre monde, mais on a peut-être beaucoup moins de temps pour le faire. C'est bien possible puisque la réglementation nous y invite. Guillaume Lebert et Arnaud Roland. Donc 2030, il faudra réserver 20% des surfaces. Reste à connaître la méthode de comptage, mais au vrac. Du Coca-Cola en vrac, Arnaud Roland. Alors en fait, il y a deux sujets dans ce qui nous attend dans les prochaines années. Il y a le réemploi et le vrac. Il y a les deux. Voilà. Et c'est deux modèles très différents. Donc évidemment, toutes les marques aujourd'hui se posent la question, comment j'adapte mes produits d'aujourd'hui, demain, en version réemploi, que les gens auront envie d'acheter au même titre qu'aujourd'hui ils achètent de l'usage unique. Alors c'est très intéressant de vous entendre là-dessus. Alors le réemploi, il faut rendre hommage à Bertrand et à Carrefour, puisque Carrefour est la première enseigne en France à avoir réintroduit justement cette notion de réemploi avant la loi AGEC, avant que la loi AGEC nous fixe une trajectoire, puisqu'aujourd'hui dans la loi française, vous avez une trajectoire de 5% des ventes en réemploi
en 2023, donc l'année prochaine, et 10 10% en en 2027. 2027. Donc c'est ça l'horizon de temps. Et l'Europe est aussi en train de bouger sur ses objectifs long terme. Donc c'est clairement une partie de l'avenir de transformer une partie de l'usage unique aujourd'hui en réemploi. Alors comment on fait ça? Nous, dans le secteur des boissons, on a la chance de faire du réemploi depuis toujours, pas en grande distribution, En mais CHR. dans les cafés, hôtels, restaurants. Et ça, c'est un vrai savoir-faire du secteur des boissons et du nôtre en particulier. La bouteille de Coca-Cola aux terrasses des cafés, c'est une bouteille qui fait 25 cycles aller-retour en moyenne. Et on a 2 usines en France qui reprennent ces bouteilles, les lavent sur place, les remplissent, les remettent sur le marché. Donc ce modèle-là, il existe déjà. Donc l'enjeu, en fait, pour nous, c'est comment on va arriver à étendre ce modèle du CHR vers la consommation grand public et la grande distribution. Et donc c'est ça qu'on a commencé à faire avec Carrefour, en prenant notre premier produit disponible, qui est notre bouteille verre consignée d'1 litre, et donc la mettre en magasin, et à côté d'autres produits qui eux aussi sont en réemploi, avec vraiment un balisage qui montre aux consommateurs, ça c'est des produits un peu différents de ceux que vous avez l'habitude d'acheter. Cela, on va vous demander de payer un petit montant de consigne, en l'occurrence c'est 20 centimes d'euros sur une bouteille. Comme en Allemagne. Exactement. Et donc ça va inciter les gens. Alors, les gens qui vont les premiers, c'est les gens évidemment les plus engagés, qui ont compris la logique. Et les gens nous disent souvent, ça remonte de pas mal d'études, finalement c'est du bon sens, c'est un peu un retour aux sources. Oui, pourquoi j'irai acheter des produits et qu'ensuite on me demande de trier? Ça fait aussi du sens, dans certains cas, de rapporter des contenants. Ça fait du sens, Bertrand Swiderski, de mettre en œuvre, de déployer plus massivement ce type d'initiative? D'abord, en effet, ça fait du sens d'un point de vue écologique à long terme. Je dirais qu'aujourd'hui, écologiquement, si vous mesurez avec l'outil préféré de tout le monde, l'ACV, non. D'accord? Mais dans un monde que l'on optimisera, dans un monde dans lequel les sociétés de lavage seront répandues sur tout le territoire, etc., écologiquement, ça donne du sens. Ensuite, pour le client. Ouais, économiquement et pour le client. Voilà, économiquement, ça donne du sens parce que bien sûr, la matière se fait de plus en plus chère. On voit des initiatives de consignes, de mise en place de consignes dans le nord de la France qui se développent avec les bouteilles de bière parce qu'elles deviennent de plus en plus chères. Nous, on a vu aussi arriver, vous savez, les bouteilles de bière qui avaient un bouchon avant. Et en fait, pour réduire le coût, le bouchon a été supprimé. Donc ça, quand on le voit arriver, on se dit que la bouteille est de plus en plus chère. Donc la consigne donne du sens. Donc on le développe en Bretagne avec la bière bretonne. Donc on voit que tout ça donne du sens économiquement. Et pour le client, pour que ça donne du sens, il n'y a pas que le côté écolo. Parce que le client, il va trouver ça bien écologiquement. Ouais. Moi, j'ai toujours que Il le va client... pas forcément acheter quand Non. même. Non, c'est pas vrai. En tout cas, pas dans mon enseigne, pas dans la GMS, d'accord? Il va s'attarder à d'autres sujets. Par exemple, sur la bouteille. Pardonnez-moi, pourquoi dites-vous pas dans la GMS? Parce que on a un client qui est pas venu uniquement pour l'aspect écologique en magasin. On a un client qui est venu pour faire ses courses, sur sa liste de courses. Et c'est ça la beauté un peu de la mission que l'on a. C'est comment vous allez transmettre cette nouvelle habitude culturelle en quelque sorte à tous les Français. Tous les Français, vous les avez tous dans vos rayons. Qu'ils soient complètement écolo ou pas. D'accord? Et donc nous, on allait aussi ou pas. Et donc Alors là, c'est à nous de les convertir. C'est votre boulot. Mais voyez par exemple, je vous donne un exemple. J'ai pas la bouteille de Coca, mais on a fait avec Nestlé, on est pareil, on est sur le même projet qu'avec Coca, avec Procter. Vous avez un emballage comme ça dans la main. D'accord? Tenez, prenez-le. Vous voyez? En fait, il n'y a pas que... Il est un peu lourd, mais il est très beau. Mais il y a dedans, là on sent que cet emballage-là, il pourra être sur une table, il pourra peut-être se montrer. Vous avez vu, en fait, dans les cuisines maintenant, on n'est plus en train de cacher, on ne rentre pas avec son panier de ricoré et on ne le met pas dans le placard. En fait, vous voyez que maintenant, les consommateurs, ils exposent un peu des pâtes, du riz, ils exposent un peu leurs produits dans la cuisine. Tout ça, c'est des choses qu'un distributeur doit voir arriver. Et la bouteille de Coca, les premiers consommateurs nous disent, moi, j'achète parce qu'elle est belle. D'accord? Parce que avant, je la voyais dans des cafés, resto, maintenant, je peux l'acheter chez moi. Et on a des consommateurs qui en ont acheté jusqu'à 4000. D'accord? Parce qu'ils sont dans cette dynamique-là. La bouteille d'eau, elle se vend aussi parce qu'elle est belle. D'accord? Et après, il y a l'aspect écologique qui arrive derrière, mais c'est à nous de donner aux clients la meilleure expérience, et il y a encore du boulot, la meilleure expérience pour qu'il trouve un bel emballage qu'il a envie de présenter chez lui et qui, en même temps, fasse un geste écologique et économique.
Guillaume Lebert. Alors sur le sujet, c'est vrai que j'ai pas la chance, comme Coca-Cola, d'avoir eu historiquement le réemploi. Donc nous, je résumerai notre position, on essaye et on apprend. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le sujet. On va très certainement, on en a même déjà fait des erreurs, on va se planter, mais on va apprendre de ces erreurs. Et ça nous permettra d'améliorer la solution pour ensuite. Donc on peut faire ce genre de solution. On a aussi besoin d'avoir justement parce qu'on parlait de partenariat, de travail ensemble, tout ce qui va être comprendre sur la chaîne logistique inverse, pour récupérer les emballages, pour les renettoyer, comprendre l'empreinte carbone et comprendre comment tout ça peut fonctionner d'un point de vue en dehors de Procter. Parce que moi, je vais maîtriser ce qui se passe chez Procter, mais je ne vais pas forcément maîtriser ce qui se passe chez Carrefour ou ce qui va se passer chez le client. Et c'est là où on apprend tous les uns des autres, on partage ces informations, et comme ça, on peut essayer de créer une solution qui va fonctionner. Après, voilà, on revient sur est-ce que tous les consommateurs sont prêts à le faire aujourd'hui? La réponse est non. Et sur certains de ces essais, cela ne fonctionne pas parce que les consommateurs voient plus la contrainte du réemploi que l'aspect positif. Donc il faut travailler, et c'était la conférence d'avant qui en parlait, il faut travailler sur les 3 R. Oui. C'est un des 3 R, le réemploi, ce n'est pas le seul. Donc c'est là où il faut vraiment faut l'étudier, mais il faut regarder aussi ce qui se fait à côté. Il y a aussi la demande, puisqu'on est sur le sujet du réemploi, du gouvernement vis-à-vis des éco-organismes de créer une gamme d'emballages standards. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce que vous nous présentez là, Bertrand Swiderski? En fait, la volonté de créer une gamme d'emballages standards, c'est l'idée de faciliter l'interconnexion des produits. Et l'usage, oui, c'est ça, finalement. Après, il faut laisser le client, le marché se mettre en œuvre. Il faut qu'il y ait un écosystème qui se crée. Moi, aujourd'hui, je peux vous confirmer qu'en France, il n'existe pas un écosystème de la consigne remise en œuvre à grande échelle. Les sociétés de lavage, on n'en a pas beaucoup. Ceux qui ont investi dans les sociétés de lavage, ils ont plutôt raison. On n'a pas tout est mis en œuvre, mais quand l'écosystème sera mis en œuvre, quand un nombre d'acteurs suffisants seront mis à disposition, quand les distributeurs, nous on vise 100 magasins avant la fin de l'année, 500 l'année prochaine, quand toute cette machine-là sera mise en œuvre, vous allez voir, va émerger des nouvelles idées, peut-être des emballages qui sont complètement nouveaux. On attend aussi d'un salon comme ça de l'innovation, c'est des choses vraiment très différentes. Bien sûr. Et puis, vous voyez, par exemple, on pourrait imaginer aussi que ceux qui vendent des produits surgelés nous fassent des emballages qui conservent hyper bien la surgélation. Et quand je les ramène à la maison, c'est évident, ou bien ça se rend dans mon congélateur. Tout ça, c'est devant nous. En fait, ce que je veux essayer la façon dont je voudrais répondre, c'est que oui, on a fait de manière volontaire. Oui, maintenant, il y a une contrainte des 5%. Oui, il y aura de nouvelles contraintes sur le reuse parce que c'est vrai que l'écosystème ne va pas assez vite et que des contraintes, nous avons toujours réussi à en faire les opportunités. Et ces opportunités-là, ce seront les éclaireurs, les pionniers, et ils sont là aujourd'hui, qui vont réussir à y travailler depuis 3-4 ans, qui vont réussir à passer le cap. Parce que je vous assurais que sur ce sujet, des embûches, il y en a un paquet. Je vous en donne juste un. Sur un produit consigné comme ça, la TVA est à 0 sur l'emballage. Oui. Par contre, il y a une TVA sur le produit. Et ça, c'est déjà une embûche incroyable. À 20%, effectivement. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de l'apport d'autres filières comme les cafés, hôtels, restaurants, mais dans le domaine de l'alimentaire, on va avoir une REP qui va être mise en place. On a des emballages qui sont réemployables, réutilisables, qui commencent à être délivrés aux cantines, aux établissements de restauration scolaire. Est-ce qu'il ne faut pas en attendre des transferts de savoir-faire pour Monsieur Tout-le-Monde ? Arnaud Roland, c'est ce que vous nous disiez un peu pour le Coca tout à l'heure. Oui, enfin, on citait la loi AGEC tout à l'heure. En 2023, il va se passer une chose très importante, c'est dans la restauration rapide. C'est-à-dire qu'en service à table, la restauration rapide va progressivement passer en réemploi. Oui. À la fois sur la nourriture et les boissons. Et des acteurs comme McDonald's, pour ne pas les citer, vont être les pionniers. Ils vont en fait défricher ce terrain-là. Et ce que ces acteurs-là vont mettre en place... Ils communiquent d'ailleurs déjà actuellement. Exactement. En télé. Et je ne sais pas, vous avez vu, même Emmanuel Macron a tweeté une première expérience de McDo là-dessus. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc ça prouve que ça intéresse les gens. Et surtout, là où c'est important, c'est que ça va réapprendre de nouveaux gestes et des nouvelles façons de consommer. Et ça, on en a besoin pour exactement ce que dit Bertrand, c'est-à-dire si on veut emmener les consommateurs demain vers ces nouveaux modèles, progressivement, il va falloir aussi faire tout un travail de fond sur comment on change les comportements. Oui, c'est ça. Alors Guillaume Lebert, justement,
Un industriel pense à la mise en rayon, beaucoup de ses produits. Une grosse partie du marketing est tournée vers ça. Finalement, le facing, l'optimisation, etc. On met beaucoup d'argent dans tout ça, hein. Sauf que là, on dit que c'est le geste qui va changer les choses. Ça change tout pour le marketing. Ah, ça change tout, mais c'est une formidable opportunité parce qu'on va pouvoir communiquer de manière différente, on va pouvoir réfléchir à d'autres façons d'appréhender avec le produit. Apprenez le geste qui sauve la planète. Voilà, mais c'est là où c'est formidable. C'est que jusqu'à présent, la relation qu'on avait avec le consommateur, c'est une relation d'utilisation du produit. L'emballage était là au moment de l'achat et à la fin de vie du produit, il fallait en faire quelque chose, il fallait le recycler dans le meilleur des cas. Là, on va pouvoir utiliser l'emballage comme vecteur de communication. Un exemple que je peux donner, c'est le projet Holy Grail 2.0. Donc, c'est un projet qu'on avait démarré en 2016 avec la Fondation Ellen MacArthur. Maintenant, il y a plus de 160 entreprises dans le consortium. C'est des marqueurs digitaux que les consommateurs ne vont pas voir. Mais d'un côté, ça va permettre d'améliorer toute la filière du recyclage, puisqu'on va pouvoir rendre les emballages plus intelligents au niveau du tri. Mais d'un autre côté, rien ne nous empêche, nous, en tant qu'industriels, d'utiliser ce marqueur digital pour communiquer en rayon, pour donner beaucoup plus d'informations sur le produit, pour avoir une autre interaction avec nos consommateurs. Quel type d'information, par exemple, rapport à cette initiative-là? On peut parler exactement, on peut raconter beaucoup plus l'histoire des ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur de nos produits. Si je prends la lessive, on va pouvoir expliquer beaucoup plus pourquoi tel et tel ingrédient se trouve à l'intérieur de la formule, pourquoi on les utilise, d'où ils viennent. Donc on peut avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut mettre aujourd'hui sur l'arrière d'un paquet. Donc on peut imaginer ce genre de choses, on peut imaginer parler beaucoup plus spécifiquement à propos de la fin de vie. Donc si on veut vraiment encourager ce geste de recyclage vis-à-vis de nos consommateurs, au lieu d'avoir simplement l'icône « recyclez-moi », on peut expliquer, on peut même faire un emballage intelligent pour chaque pays. Parce que pensez une boîte comme nous, on a un emballage qui va aller dans plusieurs pays. Mais si vous prenez, en France, c'est le bac jaune, en Belgique, c'est un sac bleu. Donc je ne peux pas écrire sur l'arrière de mon emballage, attention en France, c'est bac jaune, attention en Belgique, c'est bac bleu. Un marqueur intelligent pourra savoir la localisation du consommateur et immédiatement dire « Ah, vous vous trouvez dans tel endroit, donc cet emballage, n'oubliez pas de le mettre dans le sac bleu en fin de vie ou dans le bac jaune. » Bertrand Swiderski, le rôle de la distribution, vous en avez déjà parlé bien sûr, en matière de marketing, est-ce que ça peut devenir un marketing d'enseigne, ce sustainable, l'aspect sustainable des produits, est-ce que vous pouvez l'utiliser comme une vraie valeur ajoutée de la communication de l'enseigne? J'imagine que vous allez le faire quand vous le pourrez. Non, mais si on rend un service au client, un service qu'il attend, ou peut-être qu'il attend peut-être pas encore, mais qu'il va attendre demain, je pense que oui, c'est un atout. Vous voyez, par exemple, on a installé des machines pour collecter les bouteilles en PET sur nos parkings contre 2 centimes en bon d'achat. Ben moi, j'étais à Atis-Mons dans un magasin qui est équipé d'une toute nouvelle machine la semaine dernière. Et je suis étonné de voir 3 clients qui attendent avec des caddies remplis de bouteilles en PET et qui attendent dans notre magasin pour déposer les bouteilles, pour 2 centimes par bouteille. Dès l'instant où il y a une valeur, ça marche. En fait, il faut réussir à créer de la valeur ajoutée. Quand je vous parlais du prix, c'est pas innocemment. Bien sûr que pour détourner un client qui a l'habitude d'acheter son produit empaqueté, il va falloir lui parler dans son langage à lui quand il a les 2 mains sur le caddie. Et le langage à lui quand il a les 2 mains sur le caddie, très honnêtement, c'est pas les panneaux que vous allez pouvoir mettre, etc. C'est un langage d'achat, de plaisir, de désir, d'innovation. C'est ça son achat. Et c'est là qu'il faut qu'on entre nous. Il ne faut pas qu'on soit sustainability pour être juste un peu vert, etc. Il faut qu'on soit dans... C'est pas du greenwashing, c'est du concret. Il faut qu'on soit dans l'acte du client. Et ça, c'est vital de comprendre ça. C'est pour ça que toute l'innovation, peut-être sur ce salon, il faut qu'elle se pose la question de est-ce que je suis en train d'innover pour améliorer les choses sans que le client le voie, rendre tout beaucoup plus léger, pratique, etc. Ou est-ce que je suis en train de faire une innovation pour apporter un service à notre client, pour que le client, lui, le remarque et fasse la différence? Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est de créer la préférence chez Carrefour avec une offre différente. Et le packaging, l'expérience client autour de sustainability, elle joue un rôle. Et elle joue un rôle de plus en plus important, surtout pour les jeunes. Est-ce que les linéaires vont rester tels qu'ils sont d'ici 2030 ? Imaginez que d'ici 2030, on a un consommateur qui va revenir avec ses emballages en magasin. Vous savez, j'ai pas connu ça, mais il paraît qu'en France, on venait avec un sac plastique, on donnait des sacs plastiques aux caisses, gratuits, à chaque fois qu'on faisait des courses. Vous imaginez même pas ce monde-là aujourd'hui. Vous devez acheter votre sac. Beaucoup l'ont connu. Hein. D'accord. C'est vrai que ça paraît être d'une autre époque. C'est une autre époque. Hein, et ben, voyez, déjà dans un passé lointain. Vous voyez aux fruits et légumes, vous avez aujourd'hui, on vous offre un sac aux fruits et légumes.
bah demain, vous viendrez tous avec un filet comme ça. Ah, vous avez amené le filet. Non, mais ça paraît pas déconnant. Enfin, ça Non, paraît c'est pas pas, déconnant. ça paraît pas incroyable. Et dans 10 ans, vous aurez un petit jeune comme moi qui viendra dire ah, il paraît qu'avant on donnait des sacs gratuits aux fruits et légumes. D'accord. Et puis après, vous aurez le vrac. On viendra chercher en vrac dans des boîtes parce qu'à la maison, on redéposera dans nos boîtes. Et dans 10 ans, on aura beaucoup plus de consommation comme celle-là. Il restera des emballages, il restera des produits emballés. J'espère qu'ils seront consignés. Parce qu'on a des produits comme des boissons gazeuses, comme des produits pâteux, comme des produits liquides, etc., qui vraiment, le vrac, ne serait peut-être pas la solution idéale. Ils resteront dans un système de consigne. Et puis après, on aura toujours une économie linéaire, mais 100% recyclable, peut-être sur quelques matériaux, comme le PET. On voit que le PET prend la main. Hein, c'est clair. Alors, je sais que ça peut faire grincer des dents à tous ceux qui ont encore du polystyrène, etc. Franchement, regardons un peu le monde, comment il évolue. On voit que le PET, il prend. Hein. On a malgré tout une nouvelle filière de recyclage du polystyrène qui est en train de se mettre en œuvre. Vous l'avez vu, vous savez, dans le secteur de la On les distribution, a entendus ce matin. dans le secteur de la distribution, il y a un truc qui est clé. C'est que est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est demain, mais jamais après-demain? D'accord? Est-ce que la filière, elle existe maintenant? Ça veut dire quand après-demain pour vous? Bah, je sais pas, est-ce que je l'ai dans 6 mois? Est-ce que mon pot de polystyrène, mon pot de yaourt que je vends à mon client, je l'ai? On a l'impression que vous n'allez pas déréférencer Danone. Non, mais est-ce que ce pot-là, je peux dire à mon client, il sera recyclé aujourd'hui? C'est quoi comme matériau? Polystyrène. Ouais, PS. Est-ce que je peux dire qu'il sera recyclé? C'est pas moi qui réponds. Non. Est-ce que j'ai envie de dire à mon client qu'il sera recyclé? Oui. Est-ce que c'est mal? Est-ce que la législation me l'a imposé? Oui. Donc il faut réussir à monter cette filière de polystyrène. Êtes-vous prêt à attendre jusqu'à 2025 Mais, avant de déréférencer les fournisseurs? alors là, on parlait de la trajectoire 1,5, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que cette filière, j'y crois, je crois qu'elle va se monter, mais il faut y aller vite, quoi. Vite, vite, vite. Hein, faut pas attendre. Enfin, on a un consommateur qui va vite. Vous savez, la vague du plastique, je vous l'ai dit, hein, quand j'ai lancé les bananes bioéquitables chez Carrefour, c'était en 2016, je les ai mis dans un sachet plastique. Ouais, mais alors elle venait de loin. Hein. Oui, mais ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je vous ai eu. Mais sachet plastique, vous voyez, même pas, ça existait. 2 ans après, on supprimait les pailles en plastique. Et aujourd'hui, l'accélération, elle est crescendo partout. Moi, je dis qu'il faut une culture locale des bananes. Hein. Il y a pas. Allez-y, allez-y. On va vous donner la parole, on va donner un micro en salle et on va prendre quelques questions pour terminer cette passionnante conférence. Enfin, pour la poursuivre plus exactement. Alors, un micro. Monsieur Toujours le même. poseur mais- de questions. Voilà. Donc moi, Hervé Bio, donc j'ai créé un cabinet de consultants enfin audit dans l'agroalimentaire et moi je connais bien le domaine des liquides depuis plus de 35 ans. Aujourd'hui, vous nous avez parlé de Coca-Cola, de Nestlé, Procter & Gamble, etc. Ok. Sachant que dans l'agroalimentaire, 90% de vos fournisseurs sont des PME. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai pris une direction d'une brasserie dans le Nord, on m'a dit il faut faire basculer la brasserie vers le verre perdu et abandonner le verre consigné. Hein, voilà. Donc de ce fait-là, j'ai détruit l'outil, voilà, la laveuse, les caisseuses. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, on repart à l'inverse, mais nous, on n'avait pas les moyens, comme à Coca-Cola, de dire moi je vais garder 2 sites et qui, eux, vont continuer à faire du réemploi parce qu'ils ont le CHR, ils sont leaders et ils ont du volume. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va emmener les PME dans Voilà, cette c'est ça, démarche? voilà, c'est ça. En fait, c'est ce côté-là. Est-ce que vous avez le même discours et la même attente, la même exigence vis-à-vis des PME qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que ne peut l'avoir Coca-Cola, Nestlé ou... Très bonne question. D'abord, en effet, bienvenue. Vous êtes une brasserie du Nord, c'est laquelle brasserie? Alors c'est la brasserie Jeanne d'Arc à l'époque, maintenant c'est Goudal. D'accord, ok. C'est Ben, je suis allé voir. Goudal. Je suis allé chercher une brasserie qui savait faire du lavage encore dans le Nord. Et j'en ai trouvé une. Castelin, Ouais, Troismont. Croix-Mont. Troismont À votre santé. Troismont a une machine de nettoyage de bouteilles. Et c'est pas un secret. Quand je suis allé la voir, elle datait des années 70, quoi. D'accord. Donc, ce que je veux essayer de vous dire, c'est que pourquoi on le fait avec des grandes marques engagées et visionnaires? Parce qu'elles ont les moyens d'être engagées et visionnaires. D'accord. Qu'elles ont les moyens de supporter l'innovation. Et qu'elles ont les moyens aussi de créer un écosystème puissant sur le territoire. Et que qui est-ce qui en bénéficiera? Elles, mais aussi tout l'écosystème derrière et toutes les PME. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que les PME qui sont les fournisseurs de la marque Carrefour, elles suivent ça de très près. J'ai un club d'entrepreneurs engagés
à qui je donne tous les types d'informations, les évolutions de où on en est, etc., etc. Et elle suit ça de très près. Donc, je dirais que si j'avais une PME devant moi, une brasserie, je lui dirais essayez avec le tissu que vous avez, comme Troismont, comme Castelin, comme les brasseurs de Bretagne. Mais aussi, attendez-nous un peu, attendez que l'écosystème soit mûr, et je vous dirai quand ce sera le meilleur moment.